Notre invité, M. Bernard de Montréal, avec lequel on va discuter de certains propos en rapport avec Il y a deux clans. les forces Il y a occultes. deux clans. Les forces qui sous-tendent la Russie sont centrées pour la plupart dans la constellation d'Orion. Et les forces qui sous-tendent la puissance américaine sont situées dans Andromède. Donc ce sont deux mondes qui sont totalement opposés les uns aux autres. Ce sont des mondes qui ont une très très longue histoire d'opposition. D'ailleurs, ce sont les forces orioniques qui ont créé sur la Terre le premier pouvoir astral de l'homme, celui de vivre sa sexualité. Par contre, ce sont les forces de l'Andromède qui ont les premières permis que l'homme sur la Terre puisse commencer à penser. Donc, si nous voulons comprendre ce qui se passe sur le plan politique dans le monde, il faut avoir une conscience qui est suffisamment déconditionnée pour qu'un autre niveau d'intelligence perce à travers notre conscience mentale inférieure, notre ego, pour nous donner une liberté de voir et de comprendre ce qui se passe. Sinon, nous sommes forcés de vivre une polarisation. La deuxième partie de la conférence sur le thème « La fin du cycle » selon Bernard de Montréal. Ce que les hommes trament ou ce que les hommes véhiculent sur le plan de l'évolution, ça fait partie du karma de l'humanité, ça ne fait plus partie du karma de l'homme conscient. S'il y avait une guerre demain ou s'il y avait une affliction mondiale demain à un niveau ou à un autre, l'homme conscient saurait quoi faire pour se protéger contre cette situation. Il ne pourrait pas émotivement subjectiver son expérience. Il serait obligé de consciemment amener sa vie à vivre un certain mouvement créatif qui le protégerait contre cette affliction, ce cataclysme. Alors que l'homme inconscient, lui, fait partie de l'évolution de l'humanité sur le plan de l'évolution. Il fait partie de l'expérience de l'âme personnelle, il fait partie de l'expérience de l'âme collective. Tandis que l'homme conscient ne fait pas partie de l'expérience collective de l'humanité. Il fait partie de l'expérience individuelle de sa propre conscience en fusion qui, avec le temps, les siècles, amènera un changement dans la conscience de l'humanité à cause de la science qui sortira de cette fusion. Y aurait-il ce qu'on appelle des universités cosmiques en relation avec des individus? Oui, avec le temps, il y aura des centres de savoir, il y aura des centres de science, autant dans le domaine de la science matérielle que dans le domaine de la science spirituelle, dans le domaine de la science pure, occultement pure. Mais rendu à ce point-là, déjà l'homme serait très avancé. Déjà à ce point-là, là où vous parlez, déjà il y aura eu apparition sur le plan matériel de ce que nous appelons la nouvelle force, ce que nous appelons la nouvelle incarnation ou la grande incarnation. Déjà, il y aura eu conscience dans le monde d'une intelligence créative absolue sur notre planète. Et c'est cette apparition dans le monde de cette conscience absolue sur notre planète qui sera le point tournant, la plaque tournante de l'histoire de l'humanité. Mais ce phénomène-là se fera dans un temps qui est totalement occulté à la vision de l'homme, qui est totalement occulté à l'appréhension psychologique de l'homme, qui est totalement occulté à la vision spirituelle de l'homme. Ça fait partie des mystères de la planète, ça fait partie des mystères cosmiques de la planète. Et les êtres sur le globe qui ont une préscience de cet événement-là, ils peuvent vivre cette préscience d'une façon astralisée. Et c'est ce qui se produit d'ailleurs. Souvent, on va entendre des gens qui font partie de certaines sectes, des gens qui font partie de certains mouvements spirituels, qui vont dire, à la fin du temps ou à la fin du cycle, viendra par exemple le Messie, et ainsi de suite. Mais ça, c'est une conscience astralisée du phénomène, parce que le phénomène lui-même se manifestera d'une façon totalement créative, totalement cachée, voilée,
Et c'est après la manifestation que l'homme aura conscience de ce qui se passe. Dès que vous utilisez le mot astralisé, c'est un sourire en coin, comme si tout ce qui est astralisé est négatif. Oui. Sur le thème la fin d'un monde ou la fin d'un cycle, selon Bernard de Montréal. Si l'homme n'est pas capable d'être bien dans sa peau tout seul, sa peau à lui, quand t'es bien dans ta peau, puis après ça, t'es bien avec un autre qui est bien dans sa peau, puis t'es bien comme nous autres, t'es relativement bien dans ta peau, moi je suis bien dans ma peau, bon, on fait des affaires ensemble, on a du fun. Mais si l'homme n'est pas capable d'être bien dans sa peau, puis l'autre n'est pas capable d'être bien dans sa peau, comment voulez-vous créer, au cours de l'évolution, une société d'hommes bien dans sa peau? On va finir par être simplement des gens qui sont l'expression, le conditionnement extérieur. L'homme, c'est un être individualisable. L'homme, c'est un être unique en lui-même qui peut fraterniser, universaliser sa conscience avec une multitude d'hommes, de races, de nations. Mais il faut qu'il commence à en arriver à être ultimement individualisé dans ce qu'on a. Il faut qu'il y ait une identité personnelle. Il faut qu'il soit centrique. Il faut qu'il y ait des centres. Il faut qu'il soit lui-même. Pas toujours être ce que les autres ont voulu qu'il soit pour le pouvoir de ci ou le pouvoir de ça. C'est ça le problème de l'homme. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a de plus en plus de gens intéressés à l'ésotérisme, puis à l'occultisme, puis à tout ce qui est marginal, puis qui fête la téléphone? C'est parce que l'homme en a ras-le-bol, puis ça a commencé dans les années 60, avec le mouvement des jeunes, les hippies, les hippies. Ça a commencé dans les années 60 avec les jeunes qui ont tourné le dos sur les conditions psychosociales de l'évolution moderne. Ils en ont ras-le-bol. Fait que les jeunes se cherchent, puis naturellement, ils ont souffert, puis ils cherchent, puis il y en a qui sont allés là, puis il y en a qui sont allés là. Mais un jour, il faut que le gars il en arrive à être dans sa propre identité à lui. Donc, ce processus-là qui est nouveau, qui fait partie des 20-30 dernières années, tu peux plus reculer ça, cette affaire-là. C'est fini. Aura atteint son temps. Le contact entre l'homme et d'autres civilisations sera établi de façon officielle sur la Terre. Il se formera sur la Terre une religion universelle à cause de ce contact. Ce sera triste, mais ce sera essentiel parce que l'humanité ne peut pas entrer dans sa conscience rapidement. C'est au cours de l'évolution des 2500 prochaines années que l'homme en arrivera à une conscience intégrale. Donc, le contact entre l'humanité et d'autres civilisations sera utile sur le plan de la science. Mais l'homme devra réaliser que toute intervention dans les affaires de la Terre doit être maintenue en équilibre par une autre énergie. Et c'est pourquoi ce phénomène sur le plan mondial ne se fera pas de façon officielle et planétaire tant que l'homme lui-même n'aura pas suffisamment descendu d'énergie sur la Terre pour pouvoir finalement établir un lien avec les terres, établir une régence planétaire pour contrebalancer le poids de cette intervention dans l'évolution de la planète. Le phénomène extraterrestre est un phénomène intéressant. Je n'aime pas tellement en parler en public, mais c'est un phénomène intéressant parce qu'il est inévitable. Seulement, c'est un phénomène qui peut facilement empoisonner l'homme si l'homme n'est pas suffisamment dans son intelligence. Il ne faut pas s'imaginer que des êtres qui viennent d'autres mondes sont nécessairement plus évolués en conscience que l'homme. Ils sont plus évolués en science que l'homme, mais ils n'ont pas la conscience de l'homme de l'avenir. Pour la simple raison qu'ils n'ont pas été, au cours de leur évolution, programmés pour les mêmes raisons. Les êtres qui viennent d'autres planètes ont été programmés pour étudier la matière, pour comprendre la matière et donner à la matière une cavité, créer dans la matière une cavité. La création de la cavité dans la matière, c'est la création de certains courant de certains tunnels qui leur permet de passer de la matérialité à l'immatérialité. Ceci leur a permis de créer des technologies qui sont extrêmement avancées, que j'appelle des technologies immatérielles.
Ce sont des êtres qui ne sont pas nécessairement très conscients, mais ce sont des êtres qui sont extrêmement puissants sur le plan cérébral, parce que déjà, ils utilisent leur cerveau éthérique, mais ils ne connaissent pas la fusion de l'ego, de l'âme et de l'esprit. La conquête de l'homme au cours de l'évolution sera la conquête de l'esprit. Les hommes auront conquis l'espace, tel que ces intelligences ont conquis l'espace. L'homme de la terre conquérera aussi l'espace, et l'homme nouveau conquérera l'esprit. Et lorsque l'homme aura conquis l'esprit, il n'y aura plus d'espace matériel suffisant pour lui. Donc à ce moment-là, l'homme entrera dans les espaces éthériques et l'homme créera une nouvelle échelle de civilisation et il deviendra le protagoniste, c'est-à-dire que l'homme nouveau, l'homme conscient, l'homme intégral, l'homme qui aura accès à la conscience éthérique sera, pour la première fois depuis la programmation de l'intelligence en évolution dans le cosmos local et dans les cosmos universels, celui qui aura la régence cosmique de la conscience évolutive. Donc, lorsque nous parlons de l'homme, nous ne pouvons pas regarder l'homme tel qu'il est aujourd'hui. Il nous faut regarder l'homme sur le plan éthérique. Et l'homme sur le plan éthérique, il est très beau, il est très grand, il est très intelligent. Son intelligence n'est plus le produit de la science astrale, c'est-à-dire de l'inconscience évolutive. Son intelligence, elle est cosmique et il a, à cause de son initiation, accès à la totalité de cette science cosmique. L'homme nouveau sera tellement important dans l'évolution politique des mondes invisibles que les extraterrestres, comme vous les appelez, les êtres étrangers, viendront à lui pour avoir une compréhension des lois, des mondes magnifiques qui seront mis à la disposition de leur nouvelle évolution. Et c'est l'homme nouveau qui entrera dans cette évolution, qui ouvrira le nouveau temps, qui créera les nouveaux temples de l'évolution, c'est-à-dire les empires architecturaux qui conviendront parfaitement à l'intelligence de son mental et aussi parfaitement à la précision atomique de sa conscience cellulaire. L'homme nouveau ne sera pas un être avec un précédent. Il n'aura aucun précédent. Et c'est pourquoi, lorsque je parle de l'âme, je dis que l'âme doit être totalement transmutée pour qu'elle ne réfléchisse que la lumière de l'esprit et qu'elle vienne en syntonicité avec cette énergie pour que l'ego, lui, puisse ensuite être utilisé sur le plan créatif de la matière et ensuite sur le plan éthérique du mental. Parce que l'ego ne disparaîtra pas sur le plan éthérique du mental parce que l'homme doit maintenir la continuité de sa conscience. L'homme nouveau sera un immortel, dans un sens qui sera expliqué plus tard. Il sera un être capable de voyager sur tous les plans de tous les temps. Il n'y aura aucune limitation, aucune barrière, et il ne sera régi par aucune politique cosmique. C'est inutile pour nous de penser à ces choses-là parce que penser à ces choses-là alourdit le mental. Ce n'est pas tellement bon que nous sachions trop de ces choses-là, mais avec le temps, ces choses-là devront être sues, donc elles devront être dans le monde, publiées, dites, expliquées, pour forcer l'homme à commencer à comprendre l'univers comme il est, c'est-à-dire comme étant représentatif de l'impossible et non pas du possible. On entendra et on verra des extraits de Bernard de Montréal. Oxygéné par un rayon quelconque, il doit le comprendre en fonction d'une conscience supérieure. L'oxygène, ce n'est pas ce que nous connaissons. Nous connaissons l'oxygène comme étant un gaz. Demain, nous réaliserons que l'oxygène est en fait un élément totalement instable qui permet à l'énergie d'un rayon de se stabiliser d'une façon tellement grande que la vie est possible. C'est pour ça d'ailleurs que l'oxygène est si important. L'oxygène n'est pas important parce que nous le respirons. L'oxygène est important parce qu'il devient un point d'appui pour la fixation dans l'éther d'une énergie rayonnante qui vient des forces de vie. Et à ce moment-là, il devient, dans la matière, un élément qui devient important parce que c'est un élément qui correspond déjà à une fixité dans l'éthérique. Quand l'homme connaîtra les lois de la matière éthérique, il comprendra les lois parfaitement de la matière physique. Et à ce moment-là, il pourra faire du clonage. Mais qui contrôle l'évolution de la science? Ce sont les autres plans. Si là, ce sont les autres plans. Ce sont les intelligences sur les autres plans.
L'homme a l'impression qu'il pense ce qu'il veut. L'homme ne pense pas ce qu'il veut, il pense ce qu'il peut. D'ailleurs, c'est une des grandes révélations de la conscience supramentale. L'homme pense ce qu'il peut et non ce qu'il veut. Mais le voile est tellement épais, tellement dense, que l'homme a effectivement l'impression qu'il pense ce qu'il veut. Il ne pense pas ce qu'il veut, il pense ce qu'il peut. Mais là, vous savez que vous venez de trouver l'échappatoire idéal pour dire les problèmes de l'humanité, c'est à cause d'eux autres qui ne nous laissent pas voir tout ce qu'on a à voir. Les problèmes de l'humanité, c'est à cause d'eux autres dans ce sens que l'homme n'est pas prêt à voir. Si l'homme était en contact aujourd'hui avec les intelligences, il serait détruit. Il deviendrait totalement fou, totalement aliéné. C'est un phénomène d'énergie. Ces intelligences sont de l'énergie. Donc l'homme serait totalement aliéné. C'est un phénomène d'évolution. Il y a des hommes sur la Terre qui ont, évolutivement parlant, la capacité d'absorber mentalement, émotivement, physiquement et vitalement cette énergie. Mais pas tous les hommes ont cette capacité. Au cours des siècles, oui, tous les hommes sont appelés à la nouvelle évolution. Tous les hommes sont appelés à cette conscience, à ce contact avec les terres. C'est normal. Mais tous les hommes, dans un même temps, n'ont pas cette capacité. Les influences sont les ennemis de l'homme. Je décris un tableau qui est très simple, mais dans le fond, la toile est extrêmement complexe. L'analyse des différentes formes d'influence, c'est purement un jeu de l'esprit. Vous pouvez lire des livres, vous pouvez parler avec des gens, vous pouvez attaquer ou défendre une théorie, ça ne va ne rien changer. Lorsque vous aurez compris qu'en vous, il y a un espace qui vibre, qui est sûr et qui est fondamentalement connexe avec les forces de l'évolution, les forces qui vous permettent éventuellement d'être libre, les forces qui vous permettent éventuellement de développer un jugement juste, les forces qui vous permettent éventuellement d'avoir un discernement total, quelles que soient les opinions émises. À ce moment-là, vous pouvez commencer à comprendre que vous avez raison. Quand vous aurez commencé à comprendre que vous avez raison, et ça, vous ne l'aurez pas cette raison parce que vous la voulez ou parce que vous la désirez ou parce que vous êtes spirituel. C'est dans la démarche spirituelle que l'homme se heurte le plus à la confusion intérieure de son être, parce que si l'homme est matérialiste, s'il s'occupe simplement des choses du monde, il n'a pas de problèmes. S'il commence à s'intéresser à des choses de l'esprit, là les problèmes commencent et éventuellement ils abondent. Et plus vous avancez dans les sphères de la connaissance, et plus vous arrivez à entrer en relation mentale, télépathique, directe avec des intelligences très sages, vous vous apercevez que le chemin est pénible. Ce n'est pas par option de sadisme que l'homme souffre lorsqu'il entre en contact avec ses intelligences. Ce qui se passe, c'est la confrontation de différentes sortes d'énergie. Vous avez un esprit humain qui est attelé à un corps physique. Vous avez un esprit humain qui ne juge que par ses voix. Une nouvelle préparation a été exigée afin de permettre une continuité éventuelle de la connaissance. Lorsque ce maître est arrivé là-bas avec ses amis, il a particulièrement fait état de la pauvreté mentale de l'homme, de la nécessité de créer une race qui pourrait éventuellement amener l'homme à se servir d'une façon précise de sa pensée
sans pour cela détruire la grande faculté intuitive qu'il possédait alors.